Bonjour et bienvenue sur votre plateforme ADN autour de votre émission Le Format du Web avec ses deux rubriques, à savoir questions directes et face caméra. Depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, la bande sahélo-sahélienne est menacée par la stabilité et menacée dans sa stabilité, autant pour moi, par des tueries de masse dont les victimes sont principalement des Peuls. Pour analyser la recrudescence de ces exactions dont les Peuls sont victimes, nous accueillons Dr Dugukolo Alpha Oumar Ba-Konaré, qui est un psychologue clinicien, par ailleurs chargé de cours à l'INALCO et président de l'Observatoire Kissal. Dr Alpha Oumar Ba-Konaré, bonjour. Bonjour. Alors, question peut-être simple pour une situation complexe. Pourquoi les Peuls se font-ils tuer au Mali? Malheureusement, il y a eu des concours de circonstances très malheureux pour les Peuls. Lorsque l'occupation a été faite par les mouvements rebelles et puis ensuite par les mouvements djihadistes au nord et au centre du Mali, beaucoup de Peuls se sont retrouvés dans une situation où finalement ils ont dû faire un pacte avec le diable, avec les islamistes. Donc beaucoup de jeunes sont entrés dedans à ce moment-là, mais ils n'étaient pas des islamistes convaincus. Mais à cause de cette période, on a commencé à toujours rapprocher les Peuls et les djihadistes. Et puis malheureusement, en 2015, il y a ce mouvement qui est apparu, le Front de libération du Massina, qui donc a pris l'identité du Massina pour essayer de recruter et dire qu'eux, ils sont là pour les Peuls. Donc ça a donné cette image en Occident, en premier lieu, puis en Afrique, que les Peuls ont des vocations d'avoir leur propre État et que ce serait un État théocratique. Alors que pourtant l'élite Peul de Hamdallah, de Djenné, du Massina ancien était vraiment contre le Front de libération du Massina de Amadou Koufa, qui a d'ailleurs détruit les mausolées de leurs ancêtres. Bien, alors ça tombe bien parce que ça revient un peu à la question. Cette acquaintance avec les mouvements djihadistes, quand on la pèse aujourd'hui, et puis la relation particulière avec Amadou Koufa, est-ce un fantasme ou réellement il y a un grenier ou un vivier Peul qui potentiellement peut basculer? C'est pas beaucoup de monde, vraiment, c'est pas beaucoup de monde. C'est quelques centaines de personnes peut-être qui sont dans ces mouvements-là, mais c'est suffisant pour déstabiliser toute la région et pour donner l'impression que toute la communauté est derrière, alors que c'est pas vrai. Je pense que plus le temps va durer, plus malheureusement ces idéologies de djihadisme vont s'installer parce que les gens sont malheureux, ils ne peuvent plus emmener leurs vaches dans la brousse, ils sont toujours en insécurité, le gouvernement n'est pas là pour pouvoir les aider et il y a les problèmes avec les voisins aussi. Donc si les djihadistes s'interposent comme ceux qui rendent la justice, ça veut dire qu'ils acquièrent une nouvelle légitimité et donc de plus en plus de personnes peuvent aller vers eux. Mais jusqu'à présent, les recrutements étaient vraiment très limités. Bien. Alors, autre chose pour remettre au clair cette situation qui est un peu complexe, ou beaucoup même complexe, les Peuls se font-ils tuer par des Dogons ou par des gens qui se considèrent comme des Dogons ou qu'on considère comme des Dogons? C'est une question très compliquée. Oui. Moi, je dis toujours que ceux qui tuent les Peuls sont des terroristes avec un agenda de nettoyage ethnique. Je pars du principe que ce sont des terroristes parce qu'ils s'en prennent aux civils, parce qu'ils ont une idéologie d'extermination qu'ils ne cachent pas. Il y a plein d'audios qui le prouvent. Et en plus de ça, ils jouent beaucoup sur la peur qu'ils créent pour faire un sentiment de panique. Donc, ils sont même plus meurtriers que les djihadistes finalement. Mais de là à les caractériser comme Dogons purement, c'est très délicat. Parce qu'une fois de plus, on veut faire attention et ne pas stigmatiser toute une communauté. Là aussi, c'est comme les Peuls en sont victimes. Comme les Peuls en sont victimes, exactement. Surtout que les Peuls et les Dogons sont voisins. Quand certains Peuls fuyaient les attaques, les Dogons les ont hébergés. Donc, ce mouvement qui est là, il n'a pas une légitimité auprès de la population Dogon, mais ce sont des personnes de la communauté Dogon qui ont décidé de le lancer et en utilisant des vieux stéréotypes très racistes contre les Peuls. Alors, il y a la persistance des stéréotypes, des fois qui remontent même à la période coloniale par rapport aux Peuls. Est-ce que ces stigmates ou ces stéréotypes qu'ont véhiculé le colonisateur est resté, on va dire, dans l'inconscient de certaines communautés qui vivent avec les Peuls? Je pense que la mémoire sociale intègre ce qui s'est passé dans les années 70 et 80, les grandes sécheresses. Pendant la colonisation aussi, il y a quand même une destruction des sociétés féodales. Donc, même si l'esclavage aujourd'hui, bon, les gens savent qui est de caste, qui est esclave, etc. Normalement, pendant la période coloniale, c'était fini. Donc, les puissants d'hier étaient censés être les normaux comme tout le monde.
Mais il faut voir jusqu'avant la période de la colonisation pour bien comprendre les relations entre Dogons et Peuls. Parce que les Dogons, quand même, ils ont subi de plein fouet le combat théocratique des gens du Massina. Et les Dogons, il faut le reconnaître, étaient des citoyens de seconde catégorie dans la théocratie du Massina. Donc il y a eu toujours ce sentiment, je pense, que les Peuls sont dominateurs et que les Peuls, finalement, on ne peut pas leur faire confiance. Bien sûr. Alors, cette approche historique ne justifie en rien ce qui se passe, mais ça permet juste de contextualiser et de présenter des situations antérieures qui peuvent réveiller, on va dire, parce que des velléités. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, ah, ces peuples qui ont vécu ensemble pendant des siècles et des siècles. Je dis, bon, il faut savoir raison garder. Oui. Il y a eu peut-être quelques décennies où avec le tourisme, avec la présence de l'État, les gens se sont bien entendus. Mais il y avait quand même toujours des querelles voilà, entre agriculteurs et éleveurs. Et puis moi, je me dis que pour que la violence explose de cette manière-là, dans les mots et dans la manière de tuer, c'est pas seulement la présence des djihadistes qui a perturbé, c'est pas l'absence de l'État non plus, c'est vraiment un cocktail de tout ça. Absence de l'État, mise en danger, et puis des angoisses et des antagonismes anciens qui du coup permettent d'avoir un discours rationnel et de dire voilà pourquoi on doit les tuer. Alors, dans une société multinationale, les angoisses peuvent exister, les contradictions doivent exister, mais un État doit veiller à ce que ces angoisses et ces contradictions soient réglées, on va dire, de façon civile. Mais face à la recrudescence des massacres des Peuls, des voix s'autorisent à pointer du doigt, soit, on va dire, au moins le laxisme de l'État, au mieux, pour ne pas dire au pire, la complicité de l'État. Est-ce que l'État malien est en train quelque part de déléguer, on va dire, son pouvoir de coercition à des milices, on va dire, Dogons ou qui se disent Dogons? Ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que finalement, même si l'État malien est innocent, il y a trop d'éléments qui le rendent coupable. Moi, ma conviction est que ce n'est pas commandité par l'État malien. Ma conviction est que certainement, il y a des gens haut gradés qui sont dans certaines positions, qui ont permis de nourrir ces milices-là en armes et en ressources. Mais effectivement, si ça passe par le canal de l'État, c'est très problématique. Et en plus de ça, on a vu ces milices faire des patrouilles mixtes avec les soldats de l'armée malienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en plus, encore, lorsque les villages sont attaqués, généralement quelques jours avant, on le sait. Donc on communique, on le dit, mais personne n'est venu pour s'interposer pour sauver les civils. Et là encore, les militaires étaient à quelques kilomètres quand il y a eu le drame de Ogosago avec les plus de 160 tués. Et là, ils n'ont pas fait d'intervention. Donc malheureusement, tout ça, ça donne l'impression vraiment très rapide que finalement l'État est peut-être au-delà du laxisme. Mais moi, je pense que c'est fondamentalement un problème de mauvaise gouvernance. Bien, fondamentalement, un problème de mauvaise gouvernance, la situation perdure. C'est vrai que ça fait à peu près 6 mois ou on va dire 8 mois que les gens en parlent beaucoup, mais ça fait au moins 2 ans que ça existe et que ça se perpétue. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas presque arrivés à un point de non-retour entre les communautés Peuls et les communautés Dogons ou supposés ceux qui les attaquent? Vraiment, je pense que il faut vraiment se dire que le conflit qu'il y a au Mali en ce moment, ce n'est pas un conflit très compliqué. C'est un conflit qui est très compliqué en même temps qui est très simple. Il est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'intérêts en jeu aussi, et puis la destruction a atteint un tel niveau qu'on pense que le point de non-retour est acquis. En réalité, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'on n'a pas sécurisé comme il faut, on n'a pas rassuré les populations comme il faut, on n'a pas ramené l'État comme il faut. Et puis il faut la justice aussi. Quand il y a ça, les gens peuvent vivre ensemble. Il y a eu combien de querelles par le passé qui se sont résolues? Ces querelles se sont résolues, ce n'est pas parce que les gens ont décidé de tout oublier, c'est parce qu'il y a eu un minimum de justice quand même et on peut avancer. Là, si l'impunité reste, alors il y aura vraiment des radicalisations des deux côtés parce qu'après le drame d'Ogosago, j'ai entendu beaucoup de Peuls dire il faut prendre les armes aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé très choquant parce que je me suis dit déjà les Peuls ont l'étiquette d'être des djihadistes. Si en plus ils se mettent eux aussi à vouloir tuer les Dogons comme ça, il y aura une coalition contre eux. C'est vrai que c'est difficile de dire à des gens qui sont dos contre le mur ne vous défendez pas, ne prenez pas les armes, mais il y a une différence entre l'autodéfense et le fait d'aller se venger sur d'autres. Alors, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail de l'élite Peul et pas seulement de conceptualisation, d'analyse critique et de recul est perceptible? Est-ce que vous avez des oreilles, on va dire, audibles pour entendre cela face à la frustration toute légitime des Peuls?
Donc il y a deux points dans cette question. Le premier point, c'est par rapport à ce que les élites Peuls peuvent faire. Je pense que c'était très bien d'avoir fait des rassemblements, d'avoir fait des manifestations. Ça montre la solidarité, on peut faire le deuil ensemble et puis ça interpelle quand même de l'extérieur pour voir qu'on est là en masse. Mais si ça reste quelque chose dont le potentiel n'est pas réalisé, finalement, c'est juste de la gesticulation. Et c'est pour ça que vraiment, il faut avoir une action politique. Et donc, ça me ramène au second point de la question. Les gens arrivent à écouter. Vraiment, nous, par exemple, chez Kissal, on a rencontré diverses personnes de l'État français, on rencontre des diplomates très souvent, mais ce ne sont pas des choses où il peut y avoir des solutions rapides. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui vraiment, c'est que le mandat de la MINUSMA puisse évoluer d'une manière à ce que la MINUSMA puisse s'interposer entre les civils et les groupes armés, et aussi pouvoir désarmer tout le monde. Quand on aura ça, on pourra commencer à s'intéresser aux aspects sociaux de justice, etc. Mais tant que la violence n'aura pas baissé en dessous d'un certain seuil, ce ne sera pas possible de travailler. Et donc, c'est un travail, il faut continuer encore et encore à expliquer que Peul n'est pas égal à djihadiste, les Peuls aussi sont des victimes. Oui, il y a l'impunité, il faut régler ça, il faut parler aux gens de Bamako. C'est très dur, mais on n'a pas d'autre choix. Bien, très dur, mais on n'a pas d'autre choix. Vous avez évoqué tout de suite dans ces recherches multiples de solutions, la proposition par exemple du MINUSMA. Il arrive aussi que des voix s'élèvent en disant, en pointant du doigt la responsabilité par exemple de la France, en disant que peut-être il y a aussi un autre agenda derrière dans toute cette bande sahélo-sahélienne, parce que les attaques ne se limitent pas malheureusement pas seulement au Mali, au Burkina aussi, il y a de temps en temps quelques attaques qui se font. Je pense que c'est facile d'être complotiste. C'est vraiment facile, comme un proverbe le dit, quand la chienne veut manger son petit, elle l'accuse de sentir la chèvre. On est déjà conditionné à ne pas aimer la France. Parce qu'il y a l'héritage colonial, il y a aussi dans le post-colonialisme les rapports de la France-Afrique, etc. Donc ça fait que déjà, on est biaisé négativement contre la France. Mais s'il y a une chose à comprendre, c'est que les pays occidentaux n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait de l'instabilité dans nos régions. Même si on parle des pillages. S'il doit y avoir des pillages, il faut qu'il y ait un minimum de stabilité. Ce qu'il y a en ce moment, ça ne permet rien du tout. Ok, certes, les Français peuvent intervenir et à la suite de ça, on a une reconnaissance envers eux, mais l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est qu'on soit détruit. En 2013, à la veille de l'intervention française au Mali, les gens étaient là, non, on ne veut pas d'intervention, on n'en veut pas. Mais dès que les islamistes ont commencé à être une menace réelle sur Bamako, les gens n'en pouvaient plus. Et quand la France a fait l'intervention, tout le monde était là à applaudir. Et là encore, la France a été très prudente, elle a dit non, on ne va pas s'immiscer dans les affaires. Mais c'est nous qui les avons appelés. Parce que si jamais ils n'avaient pas intervenu, Bamako aurait peut-être été pris, le Mali n'existerait peut-être pas. Donc, même si les Français nous font du mal, peut-être c'est le moindre des mots finalement. Parce qu'on n'a pas la capacité, c'est ça, on n'a pas la capacité pour l'instant de se passer d'eux. Alors, absence de capacité d'un État fort malien, nous étions à ce qu'on appelle notre première partie, c'est-à-dire questions directes. C'était la rubrique questions directes et notre invité, c'était Dr Dougou Kolo Alpha Omar Bakonare. Nous allons passer à la deuxième séquence. Alors, la deuxième séquence, c'est face caméra. Vous allez regarder cette caméra et peut-être adresser, on va dire, un message à celles et ceux qui nous suivent. Alors, le message que moi j'ai à adresser, c'est vraiment un message de paix avant tout. C'est de se dire que nous sommes blessés, nous sommes tristes et meurtris, mais malgré cela, il ne faut pas qu'on perde de vue l'horizon lointain. Quel est l'horizon lointain? L'horizon lointain, c'est le développement de la communauté Peul, de la nation Peul. C'est la vie en harmonie des Peuls avec les autres communautés. On ne cessera jamais de le dire, les Peuls sont le ciment entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Donc si les Peuls, ça ne va pas chez eux, chez les autres populations non plus, ça n'ira pas. On regarde tous ces pays en disant oui, les Peuls souffrent partout. Est-ce que c'est parce que c'est les Peuls le problème ou alors est-ce que tout le monde en veut aux Peuls? Il faut simplement se dire que c'est une catégorie de la population qui est fragilisée par l'existence des États modernes, de leurs frontières et par la difficulté d'aller avoir accès au pâturage. Donc ces problèmes-là, il faut se dire qu'on va les résoudre, mais ça va prendre du temps. De la même manière que les problèmes avec les guerres aussi, ça va prendre du temps. En attendant, ce qu'on doit faire, ce n'est absolument pas croiser les bras, ce n'est absolument pas se dire « Ah, on attend, si Dieu fait que ça se résout, ce sera bien ». Ce qu'on doit faire, c'est chacun essayer de s'adresser aux responsables politiques de sa circonscription, aussi bien en Afrique qu'en Occident. Parlez avec vos maires, parlez avec vos députés, parlez avec vos ministres, parlez avec vos présidents et dites-leur ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et dans autant d'endroits. Ça, c'est le meilleur moyen de se faire entendre aujourd'hui. Et je pense que vraiment, les Peuls sont capables de ça. 40 millions de Peuls en Afrique et dans le monde.
C'est quand même beaucoup, des peuls à tous les niveaux, dans toutes les organisations internationales. Donc, qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher? Il y a un moment, il faut vraiment décider d'arrêter d'avoir des complexes, de défendre sa communauté. On peut être juste et nuancé tout en disant on a une spécialisation par rapport à notre communauté, donc écoutez-nous et faites ce qui est nécessaire. Merci Dougou Alpha Oumar Ba Konaré. Donc, écoutez-nous et faites ce qu'il faut. Merci chers internautes d'ici et d'ailleurs de nous avoir suivis. C'était votre émission Le Format du Web. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps pour essayer en peu de temps d'analyser une situation complexe. Merci, à très bientôt. Restez toujours connectés sur ADN. Alors, comme on a l'habitude de le dire, commentez, aimez et partagez.